Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, votre plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne avec des tuteurs natifs. On t'en dira davantage plus tard. La nouvelle est tombée tôt ce matin. Israël a lancé sa tant attendue riposte à l'agression iranienne du week-end dernier. Le régime iranien a annoncé qu'aucune perte majeure n'était à déplorer. Mais des sources en Iran ont confirmé qu'une base aérienne iranienne avait été touchée. Cette cible n'a pas été choisie au hasard, mais on t'expliquera tout à l'heure pourquoi. On évoque aussi des frappes de missiles contre des installations de radars iraniens en Irak et en Syrie. On imagine qu'il s'agissait d'aveugler momentanément les gardiens de la révolution islamique iranienne avant d'attaquer le territoire iranien. En attendant, le point crucial, c'est qu'a priori, aucune installation nucléaire iranienne n'a été visée. Pour l'instant, l'État hébreu se refuse à tout commentaire. On ne peut lui attribuer cette riposte que parce que des sources officielles aux États-Unis ont confirmé que le cabinet de guerre israélien les avait prévenus quelques heures avant l'attaque. Alors comment est-ce que tout ça a démarré? Quel a été le point de départ de ce conflit armé tant redouté depuis des années? On t'explique tout dans cette vidéo. Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, l'Iran a tiré 185 drones kamikazes, 36 missiles de croisière, 110 missiles balistiques. Au total, 331 engins explosifs volants ont filé droit vers leur cible, le territoire israélien. Le nom de code de l'opération, promesse honnête. L'Iran a d'abord lancé une première vague de drones Shahed 136, les mêmes que ceux utilisés par la Russie contre l'Ukraine, le but étant de saturer le dôme de fer israélien. Les gardiens de la révolution ont ensuite tiré des missiles de croisière et surtout des missiles balistiques, dont un a été carrément intercepté dans l'exo-atmosphère. Une première et une grande réussite pour le système défensif israélien. C'est l'attaque d'une puissance étrangère la plus importante contre l'État hébreu de ces 50 dernières années. Alors Téhéran et ses alliés justifient cette attaque en invoquant le principe d'autodéfense. Cette attaque serait en réalité une riposte à l'assassinat le 1er avril de plusieurs hauts responsables des gardiens de la révolution dans un bâtiment annexe du consulat iranien à Damas en Syrie. À cette occasion, 16 personnes, dont 7 Pasdaran, avaient été tuées par une frappe israélienne, dont le général de brigade Mohamed Reza Sahedi. Ce général que vous voyez à l'écran, c'est pas n'importe quel type, c'est l'un des principaux commandants des gardiens de la révolution, le commandant en chef de la force d'élite Al-Quds en Syrie et au Liban, et il est également chargé de la liaison entre le régime des ayatollahs et le Hezbollah. Ou plutôt, était, parce qu'aujourd'hui, il en reste plus grand chose. Il a été pulvérisé par une frappe israélienne, lui et 6 de ses comparses. L'Iran avait promis de se venger, et c'est maintenant chose faite, avec l'attaque du week-end dernier. Puis, le régime iranien s'est fendu d'un nouveau communiqué à l'intention du plus grand allié d'Israël. L'Iran frappera des bases états-uniennes si Washington aide Israël à lancer une attaque de représailles. Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran. Du coup, quelle sera la conséquence de l'attaque iranienne? Comment va réagir l'état-major israélien? Y a-t-il vraiment eu une entente secrète entre les gouvernements israéliens et iraniens, comme le suggèrent certains médias? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, as-tu déjà eu peur de parler anglais en public? Ça t'est sûrement déjà arrivé quand tu prévois des vacances ou que tu penses à changer de boulot. Tu choisis des endroits où t'es sûr qu'on parle bien français. En vrai, c'est sûr que c'est déjà arrivé à certains parmi vous. En fait, la principale raison derrière ces insécurités, c'est le manque de pratique. Et c'est là qu'entre en jeu Cambly. Cambly, c'est une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne. Où que tu sois, tu peux échanger avec des milliers de profs natifs originaires du monde entier avec des accents super variés. Comme ça, t'es sûr de laisser derrière toi une fois pour toutes tes problèmes d'anglais. Et le must, c'est que tu peux le faire H24 et que tu peux choisir entre des cours individuels ou des cours collectif, adapté à ton niveau. Tu peux aussi choisir des tuteurs natifs qui parlent français pour mieux répondre à toutes tes questions. C'est parfait comme outil pour perfectionner ton anglais, non? Alors fais bien attention car dès à présent, rien qu'en regardant cette vidéo, Cambly t'offre une énorme réduction de 55% sur les forfaits de 12 mois à partir de seulement 11,25€ par mois avec le code promo Diplometrix anglais. Tu pourras trouver le lien dans la description ci-dessous et dans les commentaires. Ah, et tu peux bénéficier d'un cours d'essai de 30 minutes pour seulement 1€. Plus d'excuses pour améliorer ton anglais. Donc ne loupe pas cette occasion d'épater tes amis et tes collègues. Allez, c'est reparti, on reprend la vidéo et on passe au chapitre suivant. Une cible? Pourquoi faire? Tire dans le tas?
Sur les 331 engins de mort lancés un peu aléatoirement à destination du territoire israélien, seule une poignée infime a réussi à passer au travers des mailles du filet. On parle d'un taux d'interception de 99%. La seule victime sérieuse, Amina, 7 ans, une druze, donc musulmane, qui vivait dans un village du désert du Negev. Elle se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort. L'attaque iranienne a donc fait plus de bruit que de mal. Une blessée et quelques dégâts matériels. C'est surtout la couverture médiatique de l'événement qui a causé un vacarme assourdissant. L'Iran affirme avoir atteint son objectif. Soit, c'est vrai, ils ont réussi à toucher la base aérienne de Nevatim, elle aussi dans le Negev. C'est de là que décolle une partie de la flotte de F-35 israéliens. Mais les dégâts sont mineurs. Les avions ont pu continuer de décoller et d'atterrir sans interruption. Donc, bilan de l'attaque dévastatrice de la punition apocalyptique que les ayatollahs avaient promis. Une enfant de 7 ans dans un état critique et des cratères dans le désert. Vous comprendrez si on est un peu dubitatif. En revanche, côté israélien, ils ont de quoi sabrer le champagne. Déjà, ils ont pu compter sur le soutien d'une large partie de la communauté internationale qui a fermement condamné l'agression iranienne. Ensuite, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Jordanie ont activement participé à la défense d'Israël en abattant des drones et des missiles en plein vol. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite aussi d'ailleurs. S'ils n'ont pas directement participé à l'opération militaire, les deux pays ont malgré tout contribué avec leurs radars et leurs renseignements. En gros, les puissances arabes se sont rangées du côté d'Israël. Alors, petit aparté, le président Emmanuel Macron a confirmé en personne que l'armée française avait bien intercepté des missiles iraniens. Sauf qu'il a justifié cette intervention en invoquant la nécessité de protéger notre base militaire en Jordanie et l'espace aérien jordanien. Alors d'accord, tout ça, ça a coûté un paquet de pognon. Mais après tout, ça fait des décennies que l'État hébreu développe son dôme de fer. Et vu le nombre de fois que ça a servi, ça a largement été amorti. Mais Israël a aussi eu recours à d'autres systèmes défensifs. Quelques jours auparavant, on a assisté pour la première fois à l'utilisation du Sea Dome, qui marche pareil que le dôme de fer, mais à partir de navires en pleine mer. L'armée israélienne a aussi eu l'occasion de tester son bouclier antimissile balistique Arrow 3, dont il a récemment vendu un exemplaire à l'Allemagne. Et finalement, des chasseurs israéliens US et britanniques ont intercepté des drones et des missiles soutenus par la défense antiaérienne jordanienne. Et finalement, des chasseurs israéliens US, britanniques et probablement français ont intercepté des drones et des missiles soutenus par la défense antiaérienne jordanienne. On estime que cette attaque a coûté 1 milliard de dollars à Israël et à ses alliés pour l'arrêter, mais en même temps, elle a aussi coûté 2 milliards de dollars à l'Iran. Après, certains ont émis l'hypothèse que l'Iran a fait exprès de ne pas atteindre le seuil de saturation du dôme de fer israélien. Pour garder la face, Téhéran devait répondre à l'attaque contre son antenne consulaire à Damas, tout en veillant à ne pas causer de dommages trop graves en Israël. Sinon, ça aurait inévitablement forcé Israël et son allié nord-américain à riposter de manière décisive. Ça explique aussi pourquoi l'Iran a tant communiqué sur l'attaque avant qu'elle n'ait lieu. D'ailleurs, les drones n'avaient même pas atteint leur cible que la délégation iranienne aux Nations Unies annonçait que la riposte iranienne était terminée et que l'Iran considérait l'affaire comme close. Très magnanime de la part du régime des ayatollahs. Bref, il est beaucoup plus probable que Téhéran souhaite à tout prix éviter une escalade du conflit. D'où le fait que les Pasdaran ont essentiellement visé le plateau du Golan et le désert du Negev. En gros, ils ont évité les zones les plus densément peuplées, les zones industrielles ou les installations critiques. Mais s'ils ont fait preuve de tant de retenue, alors pourquoi se donner la peine d'attaquer? Ça leur a coûté cher quand même pour un résultat pas franchement tip-top. Bah en fait, ils l'ont quand même fait pour 3 raisons. La première, c'est que ça leur a permis de laver l'affront de l'attaque sur le consulat iranien en Syrie, surtout que ça fait des années que les États-Unis et Israël éliminent un à un les hauts responsables au sein des gardiens de la révolution. Donc, en attaquant Israël, le régime islamique iranien a pu réaffirmer son autorité plus que contestée depuis la mort de Mahsa Amini fin 2022 pour avoir mal mis son voile. D'ailleurs, dans la foulée de l'attaque, des milliers de partisans du régime sont descendus dans la rue, notamment à la place de la Palestine, dans la capitale, pour célébrer la punition infligée à l'entité sioniste, pour reprendre les termes officiels. Ils ont même tiré des feux d'artifice. Ensuite, l'attaque a aussi pour intérêt de tester à la fois les défenses de l'État hébreu et
l'efficacité des armes iraniennes. Finalement, ils ont éveillé la peur au sein de la société israélienne. C'est une chose d'être en guerre contre le Hamas et une autre de faire la guerre à la fois avec le Hezbollah libanais, les Houthis du Yémen et l'Iran. Surtout que les images sont très impressionnantes. Les missiles ont survolé les gratte-ciel de Tel Aviv, mais aussi la Knesset, le parlement israélien, et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Heureusement, le dôme de fer israélien a marché à la perfection. On notera quand même que c'est ironique que ce soit l'État juif qui a défendu le troisième lieu saint de l'islam contre une attaque de la République islamique iranienne. En gros, tout ce cinéma, c'était un avertissement adressé à Israël. N'attaquez pas notre programme nucléaire ou on ripostera, non pas avec une centaine, mais avec des milliers de missiles balistiques. En fait, le 7 octobre de l'année dernière, on a découvert que même s'il est très performant, le dôme de fer israélien peut quand même saturer. On estime qu'il n'est capable de gérer que 200 menaces simultanées. Or, quand le Hamas a attaqué Israël, ils ont tiré jusqu'à 5000 roquettes en 20 minutes, soit 250 roquettes par minute. L'Iran a fait le choix de ne pas dépasser ce seuil, mais la prochaine fois, il pourrait bien décider de faire autrement. Bref, vous l'avez compris, cette attaque n'est pas une simple riposte à l'assassinat de 7 pasdaran dans une annexe du consulat iranien à Damas. C'est un message adressé à Biden et à Netanyahou, pas touche à notre programme nucléaire. Mais ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Il y a encore plus à dire sur cet épisode dramatique. Mais avant de continuer, abonne-toi, like et partage et active aussi la petite cloche des notifs. Si tu veux taper la discute, tu peux évidemment nous suivre sur Insta ou écrire un commentaire. Allez, on passe au chapitre suivant. Combat de coq. La riposte de Téhéran après la frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas était attendue. Les services de renseignements occidentaux savaient qu'elle serait d'une ampleur encore jamais vue grâce à la surveillance satellite, un peu comme lorsque la CIA avait prévenu de l'imminence de l'invasion russe de l'Ukraine. Mais le régime de Téhéran avait aussi énormément communiqué sur le sujet. En vrai, ça faisait des années que les ayatollahs menaçaient Jérusalem de représailles dévastatrices, donc on commençait quand même à s'impatienter un peu. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas du bluff. La bonne nouvelle, c'est que le cabinet de guerre israélien était préparé. Nos systèmes de défense sont déployés. Nous sommes prêts à tout scénario, à la fois défensif et offensif. L'État d'Israël est fort. Tsahal est fort. Le public est fort. J'ai établi un principe clair. Quiconque nous fait du mal, nous le blessons. Nous nous défendrons contre toute menace et nous le ferons avec sang-froid et détermination. Certains analystes politiques ont même émis l'hypothèse que Téhéran aurait secrètement prévenu les autorités israéliennes de leur plan d'attaque pour permettre à Tsahal de défendre efficacement le territoire israélien. Et comme souvent, l'État hébreu entretient l'ambiguïté stratégique. Le gouvernement israélien à Al-Arabiya. Nous ne confirmons ni démentons que l'Iran nous a informés de la nature et du calendrier de sa réponse. Rajib Soylu, chef du bureau de Middle East Eye en Turquie. Mais si vous pensez que c'est un événement hors du commun, vous faites fausse route. Alors oui, c'est la première fois depuis l'avènement de la révolution islamique iranienne en 79 que l'Iran frappe directement son ennemi juré, l'État hébreu. Ah oui, parce que au temps du Shah d'Iran, les deux pays s'entendaient plutôt bien. Bref, en réalité, l'Iran a déjà répliqué de la sorte à au moins une autre occasion. En fait, en 2020, l'armée US a assassiné le chef des gardiens de la révolution, le général Qassem Soleimani, à Bagdad, la capitale irakienne. Le moyen employé, une frappe de précision réalisée à partir d'un drone. Du coup, pour se venger, les pasdaran ont employé la manière forte. L'Iran répond à l'assassinat de Soleimani par une attaque de missiles sur 2 bases militaires états-uniennes en Irak. Sauf que depuis, on sait que les pasdaran ont prévenu Washington pour éviter un bain de sang, ce qui aurait poussé les USA à riposter. Alors d'accord, c'est vrai que cette attaque contre Israël était beaucoup plus impressionnante au vu des moyens déployés, mais le bilan reste tout à fait raisonnable. Enfin, allez dire ça aux Druzes du village du Negev. Donc, comme on te l'expliquait tout à l'heure, en plus du dôme de fer, l'armée israélienne a aussi eu recours à son bouclier antimissile balistique Arrow 3, développé conjointement avec les USA. Vu l'ampleur de l'attaque, l'armée israélienne et ses alliés ont réussi à contenir l'offensive et à minimiser les dégâts. Mais la prochaine fois, peut-être que l'Iran ne fera pas preuve d'autant de retenue. Après, l'entreprise publique israélienne Rafael est en train de développer l'Iron Beam, un système de laser antimissile qui permettrait d'abattre beaucoup plus de projectiles simultanés à moindre coût. 3 € par utilisation contre en moyenne 47 000 € par missile pour le dôme de fer. Sauf qu'on en est encore à la phase de test. Bref, maintenant, on va voir comment est-ce que l'armée israélienne compte répondre à cette attaque iranienne. Allez, chapitre suivant. La riposte graduée israélienne.
Le monde entier a été sidéré par la brutalité de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Personne n'avait prédit un tel niveau de destruction à Gaza, pas même l'organisation terroriste responsable de ce merdier. Or, le gouvernement d'extrême droite israélien a fait pression sur le premier ministre Benjamin Netanyahou pour agir de la même manière contre l'Iran, à commencer par les partis sionistes religieux incarnés par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Une défense impressionnante jusqu'à présent. Maintenant, il doit y avoir une riposte écrasante. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale. Sauf que, comme on l'a vu ce matin, le cabinet de guerre israélien a choisi une riposte graduée. En fait, à la base, Washington s'opposait à toute forme de riposte militaire. Biden, les États-Unis ne soutiendront aucune attaque israélienne contre l'Iran. Pour Joe Biden, Israël a gagné, a intercepté 99% des missiles. Et il est hors de question de s'engager maintenant dans une escalade, selon les propos rapportés d'une conversation avec Netanyahou. Mais est-ce vraiment le rôle des USA de dicter à Israël, un État souverain, la manière de répondre à une attaque d'une telle ampleur? Est-ce qu'en 1941, quelqu'un a dit au président Roosevelt qu'une riposte états-unienne à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor constituait un risque d'escalade et qu'il valait mieux ne pas répondre? Exact, c'est ce que je pensais. On remarquera que de leur côté, les Nations Unies sont restées étrangement silencieuses. Ni condamnation, ni déclaration à l'ONU après les frappes iraniennes sur Israël. Biden était convaincu que l'inaction était la meilleure réponse. Premièrement, Israël a récupéré un petit capital sympathie, gravement entamé depuis sa riposte à Gaza. Ensuite, le bouclier antimissile a tellement bien marché que les dégâts sont infimes. Et finalement, les pays arabes comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont choisi leur camp. C'est un succès à la fois politique et militaire pour l'État hébreu. Vous avez gagné, prenez la victoire. Joe Biden à Benjamin Netanyahou. Sauf que le problème est multiple. La grille de lecture occidentale ne marche pas au Moyen-Orient. Ne pas répondre à une agression est perçu comme un signe de faiblesse. Et en même temps, on est tout près d'un embrasement régional qui aurait des répercussions pour le monde entier. L'Iran, c'est pas la même paire de manches que le Hamas ou le Hezbollah. Ça fait des décennies que l'Iran mise tout sur sa force de dissuasion. Le pays possède des milliers de missiles, des drones et des batteries de défense antiaérienne. Une véritable puissance militaire qui dispose aussi de plusieurs navires de guerre et de quelques sous-marins, ce qui fait d'elle une menace sérieuse pour Israël et ses alliés occidentaux. Après, pour tempérer notre discours, on aimerait souligner que pas mal de missiles iraniens sont retombés avant même d'avoir été interceptés ou d'avoir atteint le territoire israélien. Comme quoi, ils ont encore quelques progrès à réaliser dans la conception de leurs fusées. En fait, au-delà du danger inhérent à un conflit armé entre deux puissances militaires, il y a aussi un risque très important pour la stabilité mondiale, tant du point de vue économique qu'énergétique. Si les deux pays devaient entrer en guerre, et par conséquent leurs alliés aussi, alors les champs pétroliers émiratis et saoudiens seraient exposés à des frappes aussi irakiennes ou syriennes, tandis que les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb pourraient être bloqués, stoppant net le transport de marchandises et de pétrole dans les deux sens. C'est en quelque sorte l'assurance vie de l'Iran, la seule chance du régime iranien d'éviter un conflit armé. Mais si guerre il devait y avoir, alors l'Iran mènerait une attaque nettement plus importante que celle de la semaine dernière. Cette fois-ci, l'armée israélienne et ses alliés ne pourraient pas éviter les pertes civiles qui pourraient bien se compter par milliers. Israël serait forcé à son tour de riposter et on assisterait à une descente aux enfers au Moyen-Orient. C'est précisément pour cette raison que Washington s'opposait catégoriquement à une réponse israélienne. En tout cas, pas en pleine année électorale et avec la guerre en Ukraine qui se prolonge. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, une guerre contre l'Iran, c'est à coup sûr une guerre contre le Hezbollah avec l'ouverture d'un nouveau front. L'armée israélienne a beau être très puissante, elle ne peut pas non plus trop se disperser. Elle doit déjà gagner sa guerre à Gaza contre le Hamas, sécuriser les implantations israéliennes en Judée-Samarie contre des groupuscules terroristes comme la Fosse au Lion ou le Djihad islamique palestinien, sécuriser sa frontière avec le Liban contre le Hezbollah et la Syrie, et intercepter les missiles et drones kamikazes des rebelles Houthis au Yémen. Et pourtant, Israël a décidé de ne pas laisser l'attaque iranienne impunie. Déjà, ce n'était pas souhaitable. Le message politique aurait été désastreux. Et si le régime nord-coréen de Kim Jong-un décidait d'attaquer la Corée du Sud? En vrai, il aurait raison de tenter, vu que l'Occident essaierait de dissuader coûte que coûte Séoul de riposter pour éviter un embrasement régional. On a déjà vu ce que l'inaction de la communauté internationale a entraîné comme conséquence après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. 8 ans plus tard, la Russie envahissait l'Ukraine. Elle était sûre que l'Occident ne leverait pas le petit doigt. La première, qui va s'étaler sur plusieurs semaines, c'est qu'Israël va intensifier ses attaques ciblées contre le Hezbollah au Liban, mais aussi contre les milices chiites et les forces Al-Quds en Irak et en Syrie. D'ailleurs, l'armée de l'air israélienne a déjà commencé.
Tsahal élimine un haut responsable du Hezbollah près de Tyr. Ismail Youssef Baz était en charge de la planification et la coordination des tirs de roquettes et de missiles anti-chars vers Israël depuis la côte libanaise. D'ailleurs, l'armée de l'air israélienne a déjà commencé. Ensuite, les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, vont renforcer leur arsenal de sanctions économiques à l'encontre des gardiens de la révolution. Par ailleurs, vous pouvez être sûr que les États-Unis et Israël vont intensifier leur coopération pour faire capoter le programme nucléaire iranien. Un haut responsable de l'administration Biden a reconnu auprès de la chaîne ABC que les USA avaient fondé leur analyse sur une conception erronée, selon laquelle le guide suprême iranien Ali Khamenei, considéré comme prudent, n'ordonnerait jamais une attaque contre Israël. Cette offensive iranienne sans précédent impose désormais à Washington de réévaluer sa perception de la République islamique. Et en même temps, une occasion rêvée d'attaquer l'Iran s'est présentée à Israël. L'État hébreu aurait pu décider de mettre un arrêt définitif au programme nucléaire iranien, qui, je le rappelle, constitue une menace existentielle pour le peuple juif. Les Israéliens attendaient l'occasion, celle-ci est désormais arrivée. Et pourtant, ils ne l'ont pas saisie. On insiste, que les États-Unis soient d'accord ou pas, une riposte israélienne était légitime. Et il n'est pas sûr qu'une autre opportunité se présente à nouveau avant que Téhéran n'obtienne l'arme nucléaire. Du coup, la dernière phase de la réponse israélienne, c'est la riposte graduée. Plutôt que de lancer une offensive aérienne contre les installations souterraines d'enrichissement d'uranium ou contre les usines de fabrication de missiles, Israël a choisi d'attaquer une base aérienne iranienne près de la ville d'Ispahan. Pourquoi ? C'était une réponse proportionnée à la frappe contre la base aérienne israélienne de Nevatim dans le désert du Negev. À présent, la balle est dans le camp des Iraniens. Vont-ils mettre leurs menaces à exécution ? Vont-ils déchaîner un déluge de feu et de sang sur l'État hébreu ? Chapitre suivant. Un piège tendu. Avec sa riposte, Israël met les gardiens de la révolution islamique d'Iran dans une position très incommode. D'une part, ils avaient promis une réponse encore plus forte en cas de représailles israéliennes. Donc, maintenant qu'elles ont eu lieu, s'ils s'abstiennent, ils perdraient la face. D'un autre côté, s'ils décident de répondre militairement avec l'intensité promise, ça entraînera des milliers de morts côté israélien. Ce serait le prétexte idéal pour l'état-major israélien de frapper l'Iran de manière décisive et durable. Et cette fois-ci, ça sera très certainement des frappes ciblées visant à la fois des installations nucléaires iraniennes ainsi que des hauts responsables de la révolution islamique. Techniquement, Israël pourrait. Outre la légitimité de son action, il a aussi les capacités militaires de le faire. Il possède plusieurs chasseurs-bombardiers furtifs de dernière génération, les fameux F-35, qui pourraient longer la frontière turco-syrienne puis survoler l'Irak avant de finalement pénétrer l'espace aérien iranien ni vu ni connu. Surtout que, comme on l'a vu ce matin, l'État hébreu n'a pas hésité à frapper des cibles en Irak et en Syrie pour neutraliser les radars iraniens dans la région. Alors, évidemment, les pays survolés s'opposeraient à cette opération, mais c'est pas dit qu'Israël tienne compte de ces considérations. Un autre escadron pourrait aussi agir depuis l'espace aérien saoudien. L'idée, ce serait de neutraliser à distance les défenses anti-aériennes de l'Iran avant de lancer une offensive aérienne contre les installations souterraines d'enrichissement d'uranium ou contre les usines de fabrication de missiles. Alors bien sûr, on peut s'attendre à de lourdes pertes côté israélien. Et les États-Unis seraient acculés, contraints d'intervenir en soutien à leur allié israélien. Le seul indice qu'on a de la réponse iranienne à venir, c'est que Tasnim, l'agence de presse du régime, a noyé le poisson pour ne pas alarmer la population et surtout pour garder la face. Selon des sources bien informées, aucune information n'est fait état d'une attaque de l'étranger. Agent de presse Tasnim suite à la riposte militaire israélienne. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. À ton avis, comment va réagir l'Iran ? Israël est-il allé trop loin ou sa réponse est-elle proportionnée ? Et que va faire l'allié états-unien et la France ? Quel sera son rôle dans tout ça ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, partage, abonne-toi et like. À très bientôt, tchuss.